Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours procréé de manière naturelle. Et si faire l'amour sous la couette n'était plus la bonne méthode pour concevoir les bébés? Écarte les jambes, ma chérie. Véritable révolution, la procréation médicalement assistée a vu le jour au départ pour aider des couples infertiles en détresse ou condamnés par de graves maladies héréditaires. Si vous voulez un bébé, allez chez un professionnel et vous aurez un bébé en bonne santé. Les progrès sont tels qu'il est désormais possible de choisir le sexe ou la couleur des yeux des bébés à naître. Notre société est à un tournant, fascinée par le pouvoir de tout corriger. Les tests génétiques nous ont coûté 5 000 $. La promesse scientifique relance la question de l'eugénisme. Aldous Huxley, dans son livre Le meilleur des mondes, a imaginé une société basée sur la sélection des personnes. Ce que nous ferons aujourd'hui déterminera le futur. Les utopies que l'on pressentait au XXe siècle se réalisent sous nos yeux avec une rapidité absolument insolente. La technologie a galopé tellement vite qu'on n'a pas vu arriver le bébé à la carte. Jusqu'où irons-nous? Demain, programmerons-nous nos bébés sur mesure? Tout a commencé il y a 40 ans en Angleterre avec 3 lettres magiques. FIV pour fécondation in vitro, une technique révolutionnaire pour les couples stériles. Outre-Manche, le public est sous le choc d'une science qui parvient à se substituer à la nature lorsque naît Louise Brown, le premier bébé éprouvette au monde conçu en dehors du corps. Dans l'esprit de nombreuses personnes à cette époque, concevoir artificiellement ne pouvait enfanter que des monstruosités. C'est une fille, comme prévu. Un beau cri de bébé en bonne santé. Une belle peau toute rose. La fécondation in vitro permet de créer des embryons en laboratoire. Pour y parvenir, on prélève des gamètes, c'est-à-dire des ovules et des spermatozoïdes, puis on les mélange dans une éprouvette. Les spermatozoïdes fécondent les ovules, qui se divisent et deviennent des embryons. Après quelques jours de culture, ils sont implantés dans le ventre de la mère. Ce qui a fini par être bien accepté en Angleterre déchaîne les passions en France lorsque naît 4 ans plus tard Amandine, le premier bébé éprouvette français, le 20e au monde. La science a-t-elle des limites? Qui doit fixer ses limites à la science? Et au nom de quelle valeur peut-on fixer ses limites à la science? Quel droit, quelle morale, quelle éthique? 3 mots que vous allez entendre répéter souvent dans cette émission. Il y a le professeur agrégé René Friedman, le voici près de moi, l'accoucheur. Monsieur Jacques Testard, docteur et sciences, biologique, responsable de la fécondation en éprouvette. Ce genre de technique, ça ne vous pose pas de problèmes moraux particuliers? Monsieur Testard. Non, s'il s'agit de la fécondation in vitro pratiquée à l'intérieur d'un couple avec les spermatozoïdes d'un homme et l'ovule de sa femme, d'ailleurs qu'il soit marié ou non, ça ne nous pose pas de problème, nous croyons qu'il n'y a pas de problème éthique. Simplement, je crois qu'on va en parler, c'est que très vite, il y a de nouvelles techniques qui peuvent venir s'ajouter à celles-là et qui, cette fois, peuvent poser problème. Et on est encore dans une phase de recherche très importante et il ne faut pas qu'on oublie que c'est vraiment un début de travail et ne pas considérer, même si ensuite on va parler d'autres problèmes que peuvent poser sur le plan éthique, et je crois que c'est important d'y penser dès maintenant, mais sur le plan médical, c'est encore bien fragile. Vous voulez dire que c'est pas de la routine? C'est loin d'être de la routine. 35 ans plus tard, les fécondations in vitro se pratiquent tous les jours dans le monde entier. Aujourd'hui, environ 350 000 enfants naissent ainsi chaque année. 3% de toutes les naissances dans les pays occidentaux, 3 pour 1000 dans le reste du monde. Un marché de 20 milliards de dollars à l'horizon 2020.
la procréation médicalement assistée essaime jusqu'en Inde. Moins chère qu'en Occident, elle attire une large clientèle. Voici l'une des meilleures cliniques au monde. Le docteur Nayana Patel, qui la dirige, l'a baptisée Akanksha, ce qui signifie le désir, le souhait. Elle a de très bonnes chances de pouvoir concevoir naturellement. Ok, c'est fait. Ici, on fait tout. Du laser à la dernière technologie de vitrification d'ovocytes. On a le plus grand congélateur au monde pour les ovules, le sperme, les embryons. Tout ce qu'il est possible de demander en matière de traitement de l'infertilité, on peut le faire. Avec une telle technologie, le docteur Patel réalise ici environ 1000 fécondations in vitro par an. Pour créer un embryon, il faut faire une fécondation in vitro. De façon naturelle, elle ne produirait qu'un ovule par cycle. Mais là, pour faire une FIV, on a besoin d'une bonne cohorte de 6 à 7 ovocytes. Tout est prêt pour l'ICSI, l'injection du sperme dans l'ovocyte. On peut voir les spermatozoïdes qui bougent sur le bord de la gouttelette. Ils gigotent. Voici l'ovocyte. À l'aide de ces outils, je vais doucement injecter le spermatozoïde. Et c'est fait. C'est un embryoscope qui permet d'effectuer des time-lapse. On peut surveiller 6 embryons à la fois. Voici une vidéo du développement complet des embryons. Ici, on voit la durée. On peut donc montrer aux patients comment leur bébé grandit dans le labo. On peut aussi les regarder un par un. On détermine quel embryon se développe bien et on choisit le plus viable pour l'implanter. En moyenne, il faut 4 tentatives de fécondation in vitro pour parvenir à la naissance d'un enfant. Un taux de réussite aussi bon que dans la nature. Un couple fertile de 25 ans qui fait régulièrement l'amour a lui aussi une chance sur 4 de faire un bébé à chaque cycle. Le docteur Nayana Patel, avec son équipement dernier cri, obtient, elle, une naissance une fois sur 2. Il est costaud, hein? Dieu le bénisse. Laissons-le dormir. Méchant docteur. Fais dodo. Fais dodo. Au fil des années, les techniques médicales ont évolué du traitement de la stérilité féminine à celui de la stérilité masculine. Elles sont aujourd'hui considérées comme un recours presque naturel. Mais ça ouvre aussi les esprits à fabriquer un enfant artificiellement. C'est-à-dire c'est devenu, il est naturel de faire une fécondation in vitro, on peut dire. Autrement dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui vient empêcher tout ce qui pouvait composer les charmes de la vie. Alors, de la vie d'antan, si je dis ça, on va dire « Oh, c'est un conservateur ». Mais il faut dire quand même que de faire l'amour dans un lit, c'est plus marrant que d'aller se branler dans un laboratoire. Quand un couple ne peut pas procréer avec ses propres gamètes, il peut faire appel à des donneurs. La plus grande banque de sperme au monde se trouve à Aarhus, au Danemark, et reçoit tout type de demandes. Le désir d'enfant n'est plus réservé aux couples hétérosexuels.
Des femmes seules ou des couples de femmes peuvent aujourd'hui avoir leur propre enfant. Avec toutes ces combinaisons, un nouveau marché explose. Cryos héberge la semence de centaines de donneurs et un impressionnant catalogue en ligne. Alors ici, on peut parcourir toutes les photos des donneurs quand ils étaient enfants. Et en faisant défiler, on peut voir le type. Caucasien, origine ethnique, danois, français, anglais, taille 1m91, poids 90 kg, corpulence athlétique, pointure 45, taille de vêtements XL, quotient émotionnel 99. En regardant son écriture manuscrite, on peut se faire une bonne idée de la personnalité du donneur. Il y a même la possibilité sur notre site web de cliquer pour sélectionner vos favoris. Et vous pouvez ensuite affiner jusqu'à n'en avoir plus qu'un. C'est plus ou moins comme dans la vraie vie. Quand on trouve le bon, on le choisit. Là, c'est un donneur qui parle. On abrite entre 25 000 et 35 000 échantillons dans une cuve comme celle-là. Il y a potentiellement des milliers d'enfants ici. Ils sont conservés dans de l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. Et toute l'activité biologique est stoppée. Donc, cette matière peut être gardée ici pour toujours. Le moins cher de nos donneurs est un anonyme avec un profil basique. Et le plus cher est un donneur connu avec un profil très complet. Les prix vont de 40 à 1000 euros. Seuls 10% des candidats donneurs sont sélectionnés pour la qualité satisfaisante de leur sperme, car il nous faut la crème de la crème. Les gens cherchent plutôt des donneurs qui leur ressemblent, avec la même culture, le même phénotype et les mêmes caractéristiques. C'est difficile d'attirer d'autres profils ethniques que des blancs. Donc on pourrait augmenter les prix pour des donneurs noirs ou asiatiques. C'est un marché. Il y a l'offre et la demande. S'il y a trop de quelque chose, le prix baisse. Et s'il n'y en a pas assez, le prix monte. C'est très simple. People who have put their trust in Cryos and who are now, as a result, the proud parents of happy, healthy children. Cryos can help make your dreams come true. Le sperme, il vient avec le courrier UPS directement chez eux. Et ça vient avec un kit que nous avons fourni. Et c'est fait à domicile, c'est-à-dire les femmes, ils font l'insémination eux-mêmes, sans l'aide d'un médecin. Et c'est juste simplement, tout simplement, il met le sperme dans sa seringue et c'est mis directement dans le vagin. Après, nous recommandons que les femmes ils relèvent les hanches pendant une demi-heure pour que les spermatozoïdes ils peuvent bien voyager. Et oui, en fait, c'est ça, c'est très simple. Roumanie, Espagne, Suède, Pays-Bas, France. On peut vendre en France et au Danemark, ou dans n'importe quel pays, parce qu'on facture le service, et non pas le sperme lui-même. Cryos livre dans le monde entier au nez et à la barbe des législations. 8h24, nous médecins avons aidé des couples homosexuels à avoir un enfant, même si la loi l'interdit. Par René Friedman et 130 médecins, cette tribune a été publiée hier chez nos confrères du journal Le Monde. Bonjour René Friedman. Bonjour. Par son appel, le professeur Friedman interpelle les pouvoirs publics. En violation de la loi française, il a aidé de nombreux couples à acheter du sperme à l'étranger. Car en France, le don de sperme est volontaire, anonyme, gratuit et strictement réservé à des couples stériles. Nous sommes cadrés dans une loi qui vise à éviter un certain nombre de débordements, ce qui est une bonne chose,
mais aussi qui va trop loin dans ce qu'elle nous empêche de faire, si bien qu'aujourd'hui, paradoxalement, nous trouvons le petit village Astérix, il est complètement encerclé par des autres équipes qui pourtant reviennent de loin, je pense sur le plan de la liberté d'action, je pense à l'Italie, à l'Espagne, et qui sont beaucoup plus ouvertes que nous. Aux États-Unis, au contraire, tout est permis, à condition d'avoir les moyens. Les banques de sperme ont pignon sur rue et le marché de l'ovule est florissant. Le prélèvement étant très contraignant et douloureux, vendre ces ovules peut rapporter jusqu'à 25 000 $. J'ai décidé de devenir une donneuse d'ovocytes. En fait, au départ, tout cela vient d'une blague d'un ami à propos de ma grande fertilité. Tu devrais donner tes ovules, ça te permettrait de payer tes factures. C'était une blague et ça nous a bien fait rigoler. Plus tard, j'y ai repensé et c'est comme si cette idée était entrée dans ma tête pour ne plus en ressortir. Il y a 2 ans et demi, j'étais mère célibataire avec 3 enfants. J'avais repris des études, je jonglais avec les petits boulots et je me demandais comment j'allais faire pour tout payer, pour bien m'occuper des enfants. On reçoit une somme pour faire ça et ça a fini par devenir une situation intéressante. J'ai pu rembourser tous mes prêts étudiants et offrir une vie agréable à mes enfants. La procédure est la suivante. Il y a une première visite médicale où on a une échographie. Ils comptent vos follicules pour voir combien vous en avez et où vous en êtes de votre cycle. Et quelque temps après, vous commencez les piqûres. Il fallait que j'en fasse 2 par jour pendant 7 jours. Puis 3 par jour pendant, je crois, 3 jours. Le 10e ou le 11e jour, selon comment votre corps réagit aux médicaments, on se fait une dernière piqûre, qu'ils appellent l'injection d'hormones. Et le prélèvement d'ovocytes a lieu en général 24 heures après. Ensuite, pendant 2 ou 3 jours, on ne se sent pas très bien. Oh, salut Shelly! Ah, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Oui, allô? C'est Shelly. Shelly Smith a créé la toute première banque d'ovocytes aux États-Unis il y a 27 ans. Les ovules de 300 jeunes femmes sont aujourd'hui disponibles dans son catalogue. Tout a commencé lorsqu'elle-même a dû avoir recours à une donneuse après la perte d'un bébé. Oh oui, elle est superbe. Je pense, tu sais, qu'elle est en train de finir son doctorat. Je pense que ma propre histoire, la tristesse que j'ai eue quand j'ai perdu mon enfant et les 7 ans que j'ai passés ensuite à essayer d'être à nouveau enceinte, m'ont vraiment affectée. Aujourd'hui, je me sens si heureuse de pouvoir redonner de l'espoir aux gens. Et je sais, pour avoir eu mes propres enfants, ce que signifie devenir maman et combien je reste éternellement reconnaissante à la donneuse. Alors, si quelqu'un vient nous voir de France ou d'Allemagne, c'est qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ils n'ont pas le droit de faire ça chez eux. Alors ils viennent jusqu'à la capitale mondiale du don d'ovocytes, en Californie. Pour les donneuses, il y a cette idée qu'une partie de leur esprit traverse le monde pour aider quelqu'un de totalement inconnu. Ce désir d'enfant, cette aspiration est la même pour tous les êtres humains sur cette planète. Et peu importe la religion, la couleur de la peau, peu importe la culture, tout le monde veut avoir un enfant. Le plus important,
C'est bien sûr le cadeau que tu fais, mais tu en reçois un aussi. Entendre leur histoire et en faire partie. Ils te laissent entrer dans cette zone si intime de leur vie où personne n'entre jamais, à part les médecins. C'était un monde dont j'ignorais tout. Et dès lors que j'en ai fait partie, j'ai vraiment adoré ça. C'est joliment dit. Il faut vraiment se préparer mentalement et se dire « ce n'est pas mon enfant ». Je n'ai jamais pensé « oh, quelqu'un d'autre porte mon enfant » ou « quelqu'un d'autre dans le monde a mes enfants ». Ce sont leurs enfants. J'ai juste pu les aider à rendre cela possible. Vous savez, ma mère a été adoptée. Je suis issue d'une famille dont on ne connaît ni l'ascendance biologique, ni les origines. Mais ses parents adoptifs, donc mes grands-parents, sont ma seule famille. Je pense que c'est la personne qui t'éduque, qui change tes couches, qui essuie tes larmes, celle qui est là pour tes premiers pas et tes premiers mots. Je pense que c'est elle, ta famille. Je t'aime. Avec les progrès de la technique, survient la tentation de sélectionner l'embryon qui sera implanté. Choisir l'enfant qui naîtra, son sexe par exemple. Mais alors, où commence le confort, où s'arrête la médecine? Tania est enceinte et sera bientôt la maman d'une petite fille. J'en suis à 16 semaines. Nous venons de finir la seconde batterie de test et tout est normal. Le bébé est en bonne santé. J'ai eu très peu de symptômes. C'est une grossesse fantastique. Et je n'ai presque pas l'impression d'être enceinte, à part que je vois mon ventre grossir. Après avoir mis au monde 2 garçons de manière naturelle, Tania a donc choisi la fécondation in vitro pour être sûre d'avoir une fille. Mais avec l'âge et des ovules de mauvaise qualité, elle a dû trouver une donneuse d'ovocytes. Pour limiter les frais, elle s'est tournée vers le web et ses centaines d'annonces low cost. Sur ce site de petites annonces, on peut acheter et vendre des services, trouver un logement, engager quelqu'un, faire des rencontres. On peut aussi acheter tout un tas de choses. Nous, on a acheté une voiture, on a acheté des meubles, on a vendu des meubles. Si vous cherchez un évier, vous pouvez en trouver un, même des cages à oiseaux. C'est ici que j'ai trouvé ma donneuse d'ovocytes. Je voulais qu'elle me ressemble, petite, hispanique, diplômée ou étudiante, à peu près de ma taille. Et je voulais, si possible, qu'elle ait les yeux verts, comme mon mari. Un de mes fils a les yeux bleus, l'autre a les yeux marrons. Ça serait super. Recherche donneuse d'ovocytes. 5 000 $, c'est le prix standard d'une donneuse novice. Nous sommes un couple heureux, nous avons célébré notre 6e anniversaire de mariage. Nous souhaitons agrandir notre famille. Mais à cause de mon infertilité, une triste réalité que nous avons découverte après de nombreuses tentatives de FIV, nous cherchons une âme généreuse, gentille, spirituelle, diplômée ou à l'université, et qui voudrait gagner un peu d'argent en nous aidant à aller au bout de notre rêve. Ça m'émeut tellement. Avoir une petite fille en bonne santé. Nous avons déjà essayé des traitements pour l'infertilité et nous espérons limiter les frais en nous adressant directement à une donneuse. On vient de tellement loin. Je ne pensais pas que cela arriverait. On était à 2 doigts d'abandonner. Et aujourd'hui, je suis allée chez le médecin, le bébé va bien, son cœur bat et on a fait tous les tests. C'est pour cela que je suis si émue. On a traversé tant de choses. C'est lié à ce désir d'avoir une petite fille. Voilà de quoi il s'agit. Pendant 1 an et demi, on a dû faire plusieurs fécondations in vitro pour avoir notre propre bébé. Et chaque cycle nous a coûté des milliers de dollars. Émotionnellement, on a eu des hauts et des bas incessants. Il fallait payer de plus en plus entre les médecins et les médicaments très chers. Les traitements allaient jusqu'à 3 000 $.
Trouver une assurance aussi était très stressant. Et pour le traitement de la donneuse, qui était encore plus cher, il a fallu emprunter. Et les tests génétiques pour détecter les anomalies nous ont coûté $5 000. Et alors on dépensait de l'argent que nous n'avions pas. C'est du stress en plus. Mais ça valait le coup. On voulait une fille, on voulait vraiment une fille. Le fait de pouvoir choisir, c'était très important pour nous, donc bien sûr. J'aurais été si triste d'attendre toute ma vie une fille. L'intérêt, c'est que je n'ai pas à me dire que je vais devoir avoir 5 garçons pour avoir une fille. Le Canada aime les filles, aux États-Unis c'est moitié-moitié, l'Angleterre aime un peu plus les filles que les garçons, l'Espagne c'est les garçons, l'Amérique du Sud largement les garçons, la Chine principalement les garçons, la France c'est un peu plus les filles que les garçons. Le professeur Steinberg est un des premiers à avoir compris l'importance qu'allait prendre le bébé sur mesure. Il propose depuis des années de choisir le sexe des enfants, et ce n'est qu'un début. Nous sommes les leaders mondiaux dans la sélection du genre. Chacun de ces dossiers contient une demande pour une fille ou un garçon, et pour des tests génétiques. Pour faciliter les choses, on a étiqueté les garçons en bleu et les filles en rose. C'est le même prix pour un garçon ou une fille, $19 000 au total. C'est un embryon sur lequel nous allons faire une biopsie pour prélever une des cellules. Chacune des cellules de l'embryon contient le même matériel génétique. Donc en retirant une seule cellule, on a toutes les informations génétiques de l'embryon. C'est un procédé très délicat. Les embryons sont très fragiles. En prenant l'agrandissement des chromosomes venant de la cellule prélevée, on éclaire les chromosomes X et Y. Et si on voit X et Y, c'est un embryon mâle. Et si on a 2 X, les verts, c'est un embryon femelle. Nous proposons aux gens de nouveaux services. Ils peuvent choisir la couleur des yeux, moyennant un supplément. La première fois que nous avons annoncé la possibilité de choisir la couleur des yeux du bébé, nous avons eu un appel du Vatican. Ils étaient très aimables, c'étaient des scientifiques. Ils nous ont fait part de leurs inquiétudes, du fait que la société n'était peut-être pas encore prête pour ça. Ils nous ont demandé d'avancer doucement et avec précaution, ce que nous faisons toujours évidemment. Il y a beaucoup de recherches en cours. L'obésité en fait partie. Le reste, à notre niveau de connaissance, est plus complexe. La couleur de la peau, par exemple. Personne n'a encore identifié ce qui fait que la peau est blanche, noire ou métisse. On cherche, mais on n'a encore rien trouvé. Le QI, cela n'arrivera pas à l'échelle de ma vie. C'est extrêmement compliqué. Et nous ne savons pas vraiment d'où ça vient. On a étudié pendant des années des gens avec des QI élevés, y compris Einstein lui-même. Et nous n'avons toujours pas la moindre piste. Pourtant, dans les années 80, certains scientifiques n'ont pas hésité à jouer aux apprentis sorciers en triant les donneurs de sperme en fonction de leur QI. « 218 enfants sont nés à l'aide de la banque dite des génies, comme cette jeune femme. Ils ont aujourd'hui une trentaine d'années. Et là, c'est mon père et moi, après un spectacle. Mon père était infertile, et ce qui s'est passé, c'est que la mère de ma mère
Donc ma grand-mère regardait une émission de télévision dans laquelle il y avait un petit garçon qui s'appelait Doron Blake, avec sa mère. Et il parlait de la banque de sperme des génies, grâce à laquelle ce garçon était né. Alors ma grand-mère s'est dit « Oh mon Dieu, mais c'est l'idée parfaite !» Elle a appelé ma mère et lui a dit « Je sais comment vous pouvez fonder une famille. J'ai trouvé la solution idéale. » Alors mes parents se sont renseignés et ça avait l'air super. Le sperme a été envoyé par transporteur de la Californie à New York. Un gros récipient est arrivé et j'ai été conçue. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mes parents ont choisi un donneur de type clair sur un catalogue qui proposait différents donneurs. Les seuls renseignements que j'ai, c'est intelligence hors du commun, avec des capacités athlétiques exceptionnelles. Mes parents m'ont dit très jeune que j'étais née comme ça. Je devais avoir 1 ou 2 ans. Donc c'est complètement intégré. Je n'ai jamais connu d'autre façon d'exister. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'étrange et ça correspond à qui je suis. Je ne peux pas dire ce que ça me fait car je n'ai jamais ressenti les choses autrement. Je pense que la nature nous donne le bébé parfait. Les gènes ont évidemment un rôle, mais je pense que c'est juste un ingrédient au milieu de beaucoup d'autres choses qui font de vous un être humain et qui déterminent votre vie. La plupart de nos donneurs ont un QI de plus de 130, jusqu'à 160-172, si je me souviens bien. Et ils sont en parfaite santé? Excellente, oui. Vous nous faites visiter votre labo, Dr Graham, pour nous montrer ce qui se passe ici. Il n'y a pas grand-chose à voir. Le sperme n'est pas très photogénique. Dans ce freezer, le Dr Graham a conservé pendant une vingtaine d'années la semence de 3 prix Nobel ainsi que celle d'une vingtaine de donneurs au QI exceptionnel avant que son établissement ne ferme après sa mort. J'ai utilisé le Who's-Who des leaders émergents. Et en parcourant le livre, j'ai repéré certains noms. À chacun d'eux, on a envoyé une lettre pour leur proposer de devenir donneur. 1 ou 2% d'entre eux ont répondu qu'ils étaient d'accord. Cette fille est magnifique et tellement douée. Tout le monde y gagne. La femme ne devient pas seulement mère, ce qui était son souhait le plus cher, mais elle porte l'enfant le plus sain et le plus intelligent possible. Je pense que participer à une procréation constructive est une des choses les plus sensées qu'on puisse faire. La clé de l'évolution humaine, c'est d'ajouter un maximum de gènes performants au génome humain. C'est exactement ce qu'on fait ici. Cette procréation constructive porte un nom, eugénisme. Il faut dire quand même que le mot eugénisme, il est très mal compris encore aujourd'hui. Il n'est pas très vieux, il date de 1865, inventé par Francis Galton, cousin de Darwin. Mais la pratique, elle est depuis le début des temps. Aussi longtemps qu'on remonte, en tout cas chez les Grecs, les Égyptiens anciens, les Incas, il y a toujours eu des pratiques d'élimination des enfants mal formés. Donc c'est une vieille coutume, on pourrait dire. Dans les années 1910, 1920, 1930, dans tous les pays du monde, tous les médecins et tous les biologistes étaient eugénistes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient méchants, ça veut dire qu'ils pensaient notre fonction de savant, c'est d'améliorer l'humanité. Donc pour ça, il faut éviter les naissances mal formées et il faut favoriser les bonnes naissances. La génétique fait peur. La génétique fait peur, elle fait peur aux généticiens, mais est-ce qu'il est possible d'arrêter le progrès scientifique? Sans doute pas. Et néanmoins, ce qu'il est possible de faire, c'est de permettre au droit de poser des garde-fous. Le professeur Astrid Marais est une juriste spécialiste de la procréation médicalement assistée.
Elle forme de plus en plus d'avocats au droit de la procréation, car le nombre de situations complexes risque d'exploser dans les années à venir. Peut-être que demain, avec le sperme artificiel, je pourrais faire un enfant toute seule. Voire, avec le clonage, je pourrais avoir un enfant qui est moi. Voire, si on m'implante ce clone, je pourrais accoucher de moi-même. Et je pourrais dire à cet enfant alors, je suis ton père, je suis ta mère, je suis moi-même. La trinité scientifique. Désormais, les juristes doivent également faire face à une situation plus problématique encore, celle de la gestation. Alors, s'agissant de la procréation tout d'abord, la question qui se pose est la suivante. Faut-il permettre que l'on autorise l'utilisation des fonctions reproductrices d'une femme par un tiers dans le but de faire naître un enfant? C'est ce qu'on appelle la GPA, la gestation pour autrui. Les femmes sans utérus ou dont l'utérus est anormal, mais aussi les couples d'hommes, ont besoin de faire appel à une mère porteuse pour avoir un bébé. Une fois l'embryon conçu par fécondation in vitro, il est implanté dans l'utérus de la mère porteuse. Au bout de 9 mois, elle met au monde l'enfant et le cède aux parents qui ont eu recours à ses services. L'Inde est l'une des destinations phares de la gestation pour autrui. Dans la clinique du docteur Nayana Patel, une centaine de femmes participent à ce business qui représente 70% du chiffre d'affaires de l'établissement. Les clients sont des couples aisés qui payent 25 000 $ ce type de prestation. Les mères porteuses, elles, sont issues des classes moyennes et reçoivent environ un tiers de la somme pour chaque grossesse. Près de 10 ans de revenus pour leur famille. Écarte les jambes, ma chérie. Éclaire-moi derrière. Je vais l'inséminer tout doucement. Comment tu t'appelles? Manisha. Ça paraît fluide. Voilà, c'est fait. Mets les jambes droites, ma chérie. Mets la tête plus basse et retire les mains de la tête. Ça s'est bien passé. Tout se passera bien. Il faudra vous reposer complètement. Il y aura un résultat, Inch'Allah. C'est une mère porteuse pour un couple indien. La femme est née sans utérus et on a donc fait une FIV pour eux. Il y a 6 jours, on a prélevé l'ovule et là, on vient d'implanter l'embryon dans la mère porteuse. Le couple vit loin et ils sont repartis après le prélèvement. Aujourd'hui, on va leur envoyer le compte-rendu par email. Dans 15 jours, on saura si c'est positif ou non. Certaines personnes s'interrogent sur l'exploitation des mères porteuses. Comment peut-elle abandonner le bébé? Pourquoi vend-elle son corps? Elle ne le vend pas. Dans ce cas, tout travail peut être considéré comme une vente de son corps, que ce soit pour couper du bois ou travailler dans le bâtiment. C'est de la main-d'œuvre. On profite de la force physique de quelqu'un. Dans ce cas, bien sûr, il y a des émotions. Mais la mère porteuse fait ça aussi pour aider ses propres enfants. Toutes ces femmes doivent être déjà mères pour avoir le droit de porter l'enfant des autres. Hé, bouge pas! Tu préfères accoucher lundi ou vendredi? Qu'est-ce qui t'arrange? C'est vous qui décidez, comme vous pouvez. Entrez, entrez, venez. J'ai appelé sa mère aussi. Contente? Grâce à Dieu. Merci, docteur. Pushpa est ici depuis 9 mois. Elle accouche dans quelques jours et rencontre pour la première fois le couple dont elle porte l'enfant. On devrait prendre une photo tous ensemble. Souriez.
Demande-lui de sourire un peu. On doit y aller maintenant. On se retrouve vendredi matin, ok? Portez-vous bien. Le docteur Patel lui a implanté un embryon conçu avec l'ovule et le sperme de ce couple pour leur permettre d'obtenir leur propre enfant biologique. La première fois que j'ai entendu parler de mère porteuse, c'était par ma sœur qui était elle-même mère porteuse. 2 mois plus tard, je suis donc venue ici pour parler avec le docteur Nayana. Elle m'a dit que je devrais rester ici pendant 1 an. J'ai passé l'année ici et j'ai donné naissance à des jumeaux. Après la naissance des enfants, les parents ont pris les enfants et m'ont donné de l'argent. Avec cet argent, j'ai fait construire une maison. J'avais besoin d'argent. J'avais une maison en terre avant. Alors j'ai pensé à recommencer. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'ai pas d'argent, ils n'ont pas d'enfants. Donc je leur donne un enfant et ils me donnent de l'argent. On s'aide mutuellement. Je veux aider. Mon rêve, c'est de bien élever mes filles, de leur donner des beaux habits, de la bonne nourriture et une bonne éducation. C'est ça mon rêve. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau? À partir d'aujourd'hui, à toi d'en prendre soin. Ces nouvelles pratiques impactent le monde entier et toutes les sociétés. La vision de la maternité en est bouleversée. De plus en plus d'étudiants en France se spécialisent dans le droit de la procréation pour faire face à ces enjeux. La maternité pour autrui est une pratique qui a toujours existé. On peut citer des exemples même dans la Bible. Dans la Bible, eh bien, Abraham avait une femme qui était stérile, Sarah, qui ne pouvait pas lui donner d'enfant. Et Sarah demanda à sa servante, Agar, d'aller vers Abraham pour avoir un enfant avec Abraham. Ce ne sont pas forcément des exemples qui militent pour la pratique parce que ces femmes qui sont utilisées comme mères porteuses, c'était des esclaves. Ça se termine souvent assez mal et c'est ainsi par exemple que Agar finalement a été châtiée par Sarah et elle a été obligée de s'enfuir. La mère en droit français, c'est celle qui accouche. Or, on ne peut pas renoncer, abandonner, céder par avance à autrui par le biais d'un contrat. On ne peut pas céder cette qualité de mère. Pause. Quand on essaye de faire de la bioéthique, c'est pas couple par couple. On essaye de construire une espèce d'éthique pour l'humanité. Quelque chose qui évite des dérives de l'humanité. Par exemple, je ne suis pas contre le fait d'interdire des choses, mais que les gens le fassent quand même. Ça me gênerait moins. C'est une possibilité, ça, de réguler l'éthique, en n'étant pas répressif sur les gens qui iraient contre.
C'est l'histoire de mères porteuses, des trucs comme ça. Si les gens arrivent à bricoler dans leur coin sans assistance médicale, et on peut interdire la pratique officialisée. En France, la GPA est interdite. Un bébé de parents français né d'une mère porteuse à l'étranger n'a pas le droit à la nationalité française. En 2013, Christiane Taubira a signé une circulaire régularisant la situation d'une cinquantaine d'enfants nés ainsi apatrides, la plupart au bénéfice de couples homosexuels. La garde des Sceaux en a été vivement critiquée, notamment lors des manifs pour tous qui voyaient leur conception de la famille mise à mal. Christiane Taubira, elle, pointait une forme d'hypocrisie. Nous posons les mots et nous parlons d'hypocrisie. Et nous parlons d'hypocrisie pour ceux qui refusent de voir ces familles homoparentales et ces enfants exposés aux accidents et aux aléas de la vie. Interdite en France, la GPA est pourtant autorisée dans de nombreux pays, comme la Belgique, Pays-Bas, Russie, Australie, Canada, Brésil, Royaume-Uni et certains États américains. En Inde, seuls les couples de nationalité indienne peuvent avoir recours à une mère porteuse. La GPA y est strictement encadrée, et même si le sujet a pu faire polémique, le docteur Nayana Patel, en émancipant ces femmes de la misère, est considéré comme une bienfaitrice. Très bonne journée de la femme. Très bonne journée de la femme à vous aussi. Merci de votre présence. J'ai le plaisir d'appeler le docteur Nayana Patel de la clinique Akanksha Infertility pour lui remettre son prix. Bonjour à tous. C'est vraiment formidable qu'il y ait cet événement à l'occasion de la Journée de la femme. Mais j'espère qu'à la prochaine édition, on distinguera beaucoup plus de femmes issues du milieu rural et pas seulement des citadines. Encore une fois, je vous remercie tous. Une fois la césarienne faite, ils prennent le bébé et ne reviennent jamais. J'aimerais tant voir le bébé. Bouge pas, ça va? T'es prête? Bouge pas, parle avec eux. Où est le mari de Bouge pas? Il était là, il vient de descendre. Mais il est bien présent. La mère a traversé des moments difficiles en ne pouvant pas donner naissance à son bébé. Et Bouge pas est venu l'aider. C'est du gagnant-gagnant. Selon moi, quand la science et la technologie progressent, la pensée humaine, qu'elle soit religieuse, éthique ou autre, devrait évoluer en même temps.
Si vous faites quelque chose qui nuit à tout le monde, c'est mal. Mais si vous faites quelque chose qui bouscule la morale et les croyances religieuses, qui généralement sont considérées comme altruistes, si vous faites quelque chose qui apporte du bonheur aux gens, qui rend la vie sur Terre plus belle, alors je pense que c'est une bonne voie à suivre. Il faut que cela se fasse, ou alors, autant arrêter de faire avancer la science et les technologies. Ils sont heureux. Il m'avait dit qu'il voulait une fille. Mes filles ont 10, 12 et 17 ans. Elles feront des études. Mon mari aidera aussi pour leur éducation. Moi aussi, je vais les aider. Je veux qu'elles soient les meilleures. La grande veut être médecin, comme le docteur Nayana. Comment obtenir cet argent ? En Espagne, la firme biomédicale eGenomics ne se préoccupe pas de qui porte l'enfant. Quand l'Inde en est encore à interdire le choix du sexe, cette société offre à ses clients de trier de nombreux caractères génétiques avant l'implantation des embryons, ce qu'on appelle le DPI. Le diagnostic préimplantatoire, une recette pour forger un enfant en parfaite santé. Ici, tout commence par une vérification de la compatibilité entre donneurs. Alors, ce que fait notre système, c'est combiner les diagnostics effectués chez les patients avec ceux des donneurs pour offrir une procréation optimale dans le but de ne pas transmettre une éventuelle anomalie et donc un fœtus atteint d'une maladie. Alors ça, c'est une mutation. Oui, très significative. C'est positif selon cette position. Cet équipement nous permet d'obtenir dans un intervalle de 8 heures environ 400 millions de lectures de séquences du génome humain. L'embryon 1 est normal. Le 6 aussi. Cette patiente a subi 3 fausses couches et n'a jamais eu de grossesse à terme. Nous avons 2 embryons visiblement normaux. C'est un bon résultat pour une patiente de 39 ans. En revanche, dans le cas de cette autre patiente de 43 ans, nous avons analysé 2 embryons. Et les 2 se sont révélés anormaux. Voilà pourquoi il est si important d'analyser les embryons à partir de l'âge de 38 ans. Car si nous avions transféré ces 2 embryons, cela aurait pu engendrer une fausse couche ou un enfant atteint d'une anomalie chromosomique. Les nouvelles technologies sont immenses. De nos jours, on peut tout faire. C'est incroyable comme la connaissance a tout révolutionné.
Dans les années 80, ce qui importait, c'était que la patiente tombe enceinte. On transférait 3 ou 4 embryons, on prélevait les gamètes, on créait l'embryon, on le transférait à la mère. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir un bébé en bonne santé à la maison. Si vous voulez un bébé, elle est là, la nouvelle révolution. Allez chez un professionnel et vous aurez un bébé en bonne santé. Et gardez le sexe pour le plaisir. La génétique médicale dicte désormais ce qui est souhaitable ou non pour l'enfant. En France, près de 120 maladies génétiques graves peuvent être légalement dépistées grâce au diagnostic préimplantatoire. En Angleterre, c'est 5 fois plus. Pas seulement des pathologies lourdes impliquant un handicap majeur ou une mortalité prématurée. Outre-Manche, on recherche jusqu'aux gènes à l'origine de défauts esthétiques, comme un strabisme. Le professeur Katz tente de faire réagir la nouvelle génération qui sera rapidement confrontée aux conséquences éthiques, économiques et politiques de telles pratiques. Pourquoi prendre le risque de mélanger vos chromosomes dans le noir en faisant l'amour sous la couette avec un inconnu et découvrir ce qu'il en ressort? Vous n'êtes pas sérieux. Non seulement vous risquez d'avoir un enfant avec un problème de santé, mais en plus, vous risquez d'être très mal couvert par votre assurance santé. L'Agence nationale de fertilité en Angleterre, autrement dit le ministère de la Santé, vient de publier la liste des maladies qui sont éligibles au tri génétique à la naissance. Ceux qui portent les mutations de ces maladies ne sont pas censés naître. Et en tant qu'État, j'avance lentement, insidieusement, pour promouvoir un eugénisme basé sur le génotype auquel on associe une valeur économique inscrite dans vos chromosomes. Votre patrimoine génétique a un impact économique. Si vous disséminez de mauvais gènes, vous polluez la population et les pollueurs paient. C'est ce qui pourrait arriver dans les 20 prochaines années. Vous pourrez être confronté à cette réalité et il vaut mieux en prendre conscience maintenant. Que pensez-vous de la myopie? Elle coûte cher, ces lunettes, n'est-ce pas? Et la myopie est causée par des prédispositions génétiques. Et l'allergie au gluten. Combien dans cette salle sont allergiques au gluten? Pourquoi pas? Ah, Cyprien, assure-toi de ne jamais te retrouver sur cette liste. Est-ce que ce micro-eugénisme que je vais faire pour moi et mes enfants, je suis prêt à le généraliser à l'ensemble de la population pour voir demain apparaître une population dont les caractéristiques génétiques seront normées et cette logique de prédéterminisme associée au quotient génétique fait qu'on est en train de réaliser bien plus rapidement qu'on ne le soupçonnait le Gattaca, les utopies que l'on pressentait au XXe siècle se réalisent sous nos yeux avec une rapidité absolument insolente. They used to say that a child conceived in love has a greater chance of happiness. They don't say that anymore. I'll never understand what possessed my mother to put her faith in God's hands rather than those of her local geneticist. 10 fingers, 10 toes, that's all that used to matter. Not now. Now, only seconds old, the exact time and cause of my death was already known. Neurological condition, 60% probability. Manic depression, 42% probability. Attention deficit disorder, 89% probability. Heart disorder, 99% probability. Early fatal potential. Life expectancy, 30.2 years. La technologie a galopé tellement vite qu'on n'a pas vu arriver le bébé à la carte.
il y a quelques années, la possibilité de séquencer la totalité de l'ADN d'un embryon pour connaître les caractéristiques futures du bébé semblait impossible. Donc on n'a pas beaucoup réfléchi à ces problèmes-là. Pour certains, comme Laurent Alexandre, médecin et libre penseur, nous sommes déjà lancés dans ce qu'il appelle le toboggan eugéniste. Les technologies sont disponibles, la demande pour des bébés soi-disant parfaits serait inéluctable. Que doit-on faire? Nous allons, dans les décennies qui viennent, effectivement pouvoir fabriquer des bébés à la carte, avec des caractéristiques génétiques qui auront été choisies par les parents. Mais ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème moral et politique. Ce débat politique n'a pas commencé, et c'est le seul vrai débat, car il n'y a que la politique et la philosophie qui vont nous permettre d'encadrer ces technologies dont le pouvoir est absolu et qui vont donner à l'homme des capacités démiurgiques. Bien sûr, personne ne souhaite la naissance d'enfants lourdement handicapés. Le problème est de savoir jusqu'où on met la limite. Qu'est-ce qu'un enfant handicapé? Qu'est-ce qu'un enfant normal, une personne normale? On est bien incapable de définir de façon vraiment stricte, rationnelle. Donc, finalement, le refus du handicap dépend de la facilité d'avoir accès à des méthodes qui empêchent le handicap. Mais on n'en sort pas. On dépasse chaque fois des limites. C'est pas que je dise que la nature crée la loi. C'est qu'il y a des moments où l'humanité ne se respecte plus si elle va par-dessus toutes sortes de limites qui finalement nous permettent certainement de faire un lien entre les humains. Qu'est-ce qu'il y a de naturel à faire un enfant qui va être malade et qui va mourir au bout de quelques mois ou de quelques années? Ou s'il a une mucoviscidose et qu'il est dépendant toute sa vie, ce qui va vous faire souffrir. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette nature-là? Les médecins sont justement là parce que la nature n'est pas parfaite. Dans certains cas, il faut inventer ce que la nature n'a pas permis. Un pas considérable vient d'être franchi. Il est désormais possible de concevoir des enfants issus de 3 parents différents. Cette révolution, si elle était arrivée plus tôt, aurait peut-être évité le drame de la famille de Paul Preston. À cette époque, en 1992, on habitait dans une ville proche d'ici, Middlewich. Rachel venait de donner naissance à Kristen par voie naturelle. Ce matin-là, j'ai reçu un appel au bureau me disant de rentrer immédiatement. Il y avait un problème. Kristen venait d'être transférée à l'hôpital local de Layton. Apparemment, ils essayaient de la réanimer. Jusque-là, on nous avait dit que c'était un bébé calme et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. En fait, il semblerait au contraire qu'un bébé si calme soit justement un signal d'alarme pour un enfant qui accumule de l'acide lactique. Ça veut dire que l'organisme ne répond plus. Puis le médecin nous a dit « Écoutez, je vais aller droit au but, votre fille est gravement malade. On aura de la chance si elle passe la semaine. » Elle est née le 23 septembre et elle est morte le 18 novembre, environ 9 semaines après. À la loterie de la procréation naturelle, Paul Preston a déjà perdu un bébé et une fille de 20 ans à cause d'une mutation génétique transmise par sa femme, une anomalie qui touche ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Aujourd'hui, son 3e enfant est sur le point de mourir pour les mêmes raisons. Comment ça va, Kay? Tout endormi? Tu as froid? On ne va plus à l'hôpital. Il finit ses jours en douceur, autant que possible. C'est ça notre vie, 24 heures sur 24. De l'amour, des soins et de la nourriture.
C'est la seule chose qu'on puisse lui offrir. La seule chose qu'on puisse faire. J'aide des familles à travers Facebook, Twitter, LinkedIn et tous les réseaux sociaux. Je mets en ligne des articles sur les avancées de la recherche pour m'assurer que les familles ne se sentent pas isolées dans le monde. Laszlo, c'est un super gars. Il travaille dans l'équipe de Jerry Zimon à Prague. Voilà Pierre Rostand de l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants à Paris. Douglas Turnbull, qui est en photo là, est un des chefs de file de la thérapie des 3 ADN. C'est un des meilleurs spécialistes au monde. Pour aider les familles comme celle de Paul Preston, une innovation scientifique très spectaculaire a vu le jour sous l'impulsion du professeur Doug Turnbull. Une technologie qui nécessite l'ADN de 3 parents, car les mitochondries possèdent leur propre ADN. Les chercheurs retirent le noyau de l'ovule défectueux de la mère biologique pour l'injecter dans l'ovule sain de la donneuse, préalablement débarrassé de son propre noyau. Cette opération extrêmement sensible, le transfert du noyau d'un ovule vers un autre, est une technique directement inspirée du clonage. Ensuite, on procède à une fécondation in vitro classique. Le futur bébé possédera donc 3 ADN différents, celui de ses 2 parents et celui des mitochondries de la donneuse. Les mitochondries sont des petits fragments qui se trouvent dans chaque cellule de notre corps et qui sont essentiels pour produire de l'énergie. Pour simplifier, ce sont comme des petites centrales énergétiques, des petites batteries qui produisent l'énergie dans les cellules. Elles en ont besoin pour fonctionner. Et nous savons que cet ADN mitochondrial se transmet uniquement par la mère. Ce que nous essayons de faire, c'est d'empêcher cette transmission en transférant le noyau d'un ovule qui possède un ADN mitochondrial endommagé dans un autre ovule qui, lui, contient des mitochondries saines. Ce genre de technologie peut avoir un impact déterminant sur les générations. Si nous pouvons empêcher la maladie chez les descendants, cela pourrait perdurer sur les générations suivantes. Modifier la lignée germinale humaine, c'est le grand tabou de la génétique. Pourtant, début 2015, pour la première fois au monde, le Parlement anglais a franchi le pas et autorisé le protocole du bébé à 3 parents. Order! Order! Les pour à droite, 382. Les contre à gauche, 128. Le oui l'emporte, le oui l'emporte. Fin de séance. Les premiers bébés anglais vont naître bientôt grâce à cette technique. Une équipe américaine vient elle aussi de mettre au monde un tout premier enfant en utilisant ce protocole controversé dans une clinique au Mexique où la loi est plus permissive. Cette naissance soulève de nouvelles questions éthiques. Mais pour Paul Preston, c'est une avancée nécessaire. Pour certains, la technologie du bébé à 3 parents fonctionnera et les aidera. Nous allons perdre notre 3e enfant de cette maladie. En prenant du recul, nous avons fait partie de cette histoire, mais la barrière est vite franchie entre génétique et eugénisme. Et quand on parle des maladies mitochondriales, malheureusement, dans la même conversation, les gens parlent de bébés sur mesure. Pour anticiper les critiques avant de voter une telle loi avant-gardiste, la Chambre des Lords anglaise a consulté de nombreux spécialistes, comme le philosophe John Harris, titulaire de la chaire de bioéthique à l'Université de Manchester. En matière de science, on applique un cadre dit utilitariste. Il faut se poser la question suivante. Est-ce que permettre le développement de cette science, avec tous les doutes que cela comporte pour l'homme, se fera au bénéfice ou au détriment de l'humanité? Ça, c'est la question morale.
Le protocole de la thérapie à 3 parents est mal compris, même si certaines craintes sont fondées. En fait, la troisième partie de l'ADN, celle qui comporte les mitochondries, contient moins de 1% des gènes transmis. Et cela ne transmet pas ce à quoi on pense habituellement quand on parle d'ADN. Cela ne transmet pas le phénotype, la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, la personnalité, mais cela vient d'une troisième personne. Et alors ? On pourrait dire 2 parents, c'est bien, 3, c'est encore mieux. Mais on peut aller encore plus loin. De l'autre côté de l'Atlantique, on ne s'embarrasse pas toujours de questionnements éthiques. Une firme américaine, Ovascience, caresse les rêves les plus fous et travaille depuis des années à rajeunir les ovules pour permettre à l'horloge biologique des femmes de remonter le temps. Ovascience est à la pointe des traitements contre l'infertilité. Et là, nous sommes en train de découvrir comment rendre sa jeunesse à un vieil ovule, soit en y injectant des mitochondries, soit en l'incubant dans des cellules très favorables. Et dans le futur, ce que nous imaginons, c'est un traitement avec une pilule par semaine pour qu'une femme puisse retrouver sa fertilité. Et même qu'une femme ménopausée retrouve à nouveau sa fertilité. Et voici la partie la plus excitante. On dirait de la science-fiction, mais on y est presque. On a appelé ça Ovature. Alors, qu'est-ce qu'on a là, Mike? Des cellules d'ovaires humains. Mises dans le bon environnement, on pense que ces cellules peuvent produire des ovules humains. Allons jeter un œil là-dessus au microscope. Ah, elles sont magnifiques. Est-ce que ce sont celles sur lesquelles tu fais du dépistage génétique en ce moment? Absolument. Fantastique. Ce sont les cellules souches d'une femme qui se développent dans ce laboratoire depuis 2 ans. Et on est en train d'apprendre à les transformer en ovules. Et elles donneront éventuellement des enfants. Ce sera une véritable révolution. Non seulement parce qu'on arrivera à obtenir des centaines d'ovules sains à partir d'une simple intervention, mais parce qu'on pourra les analyser et repérer les erreurs génétiques, et même un jour les corriger avant même le développement de l'ovule ou de l'embryon. Si on peut produire des ovules à l'infini, alors plus rien ne semble pouvoir empêcher l'avènement du bébé sur mesure. D'autant moins si on est aussi capable de fabriquer des spermatozoïdes in vitro. Après 23 ans de recherche, une petite start-up lyonnaise, Callistem, revendique une première mondiale, la création de spermatozoïdes humains en laboratoire. Ah, en voilà un. Voilà un spermatozoïde humain obtenu après 66 jours de culture. La stérilité masculine sera-t-elle vaincue grâce aux travaux de ce chimiste? Nous avons fait le design de matériaux hydrogels sous une forme tubulaire. Et donc, ils se sont avérés, ces hydrogels tubulaires, d'excellents bioréacteurs. Et ils assurent la maturation des spermatozoïdes à partir des cellules germinales. Ça faisait 23 ans finalement que l'équipe travaillait pour aboutir à ce résultat. Donc le premier spermatozoïde qu'on a vu, c'était un spermatozoïde de rat. Donc après, bien sûr, on est passé à l'espèce humaine. Maintenant, il va falloir montrer que ces spermatozoïdes sont fécondants. Il faut qu'on reste raisonnable et que tout le monde comprenne que finalement, il y a encore du travail parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne s'agit pas de faire une souris transgénique, il s'agit de faire un petit homme.
Il y a beaucoup d'hommes stériles qui nous envoient des messages, voir si on peut faire quelque chose pour eux, et ils nous demandent beaucoup où est-ce qu'on en est de nos recherches. Il y a des gens qui nous envoient leurs photos. Je veux dire, humainement, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Oui, si on peut les aider à devenir parents, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fera plaisir, tout à fait. Oui. Ça me touche énormément. Ouais, il y a encore des idéalistes. Si à partir du corps des individus, on prélève, et ça c'est pas douloureux, un tout petit morceau de chair pour utiliser ces cellules, les transformer en gamètes, on va produire des milliers d'embryons. Et quand on aura des milliers d'embryons, on va les soumettre au screening génétique, c'est-à-dire à un tri intensif sur tous les paramètres connus. On va passer ça dans des machines et on va pouvoir faire une hiérarchie de tous ces embryons et réserver un ou deux pour fabriquer des bébés. Alors là, on entre dans le monde de l'eugénisme véritable. La logique qui consiste à produire une armée d'embryons et de venir ensuite au microscope choisir le bon et de détruire les autres, de les cryogéniser, de les utiliser pour de la recherche, est un débat obsolète. Parce qu'il y a un autre débat infiniment plus puissant qui est en train d'émerger grâce aux ciseaux à ADN. Les chercheurs savent depuis longtemps cibler et modifier des gènes dans l'ADN sans être jamais parvenus au niveau d'efficacité, de rapidité à moindre coût que leur offre un mécanisme naturel, les ciseaux à ADN découverts récemment dans les bactéries. Grâce à lui, les bactéries sont capables de cibler l'ADN d'un virus intrus et de le découper pour l'empêcher de se reproduire. Ces ciseaux moléculaires d'une précision inégalée ont été détournés par les généticiens pour couper et remplacer n'importe quel morceau d'ADN dans n'importe quel organisme vivant. Ces ciseaux à ADN, nom de code CRISPR-Cas9, font rêver mais aussi trembler la communauté scientifique. Pour avoir su détourner une bactérie du système immunologique en une puissante technique de thérapie génétique ouvrant de nouvelles perspectives pour la médecine, le prix de la découverte scientifique est décerné à Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna. C'est un peu surréaliste de recevoir ce prix des mains de Cameron. Et je me disais, 3 femmes puissantes. Je me demandais, c'est vous, Charlie? Donc la curiosité, la quête de la connaissance et la compréhension ont toujours été un moteur fort dans ma vie. Merci. Avec cette découverte, Emmanuelle Charpentier a été instantanément propulsée dans le cercle très fermé des nobelisables. L'Institut Max Planck de Berlin vient de lui faire un pont d'or pour poursuivre ses recherches révolutionnaires. Ce qu'il y a de révolutionnaire avec cette technologie, c'est qu'elle a été utilisée par de nombreux laboratoires dans le monde pour faire des expériences génétiques sur beaucoup de cellules et d'organismes vivants. Cette technologie a vraiment été conçue pour traiter les maladies, pas pour des applications indésirables. Et si les scientifiques franchissaient la limite, modifier génétiquement les embryons humains? C'est exactement ce qu'a fait une équipe d'universitaires chinois. En utilisant CRISPR, elle a réussi à corriger une mutation de l'ADN responsable d'une maladie du sang. Les embryons manipulés n'ont jamais eu vocation à être réimplantés. Mais l'expérience a choqué, car elle ouvre la porte aux enfants génétiquement modifiés. Cette technologie n'est pas encore totalement au point. Il y a des ratés, il y a des échecs, donc elle n'est pas utilisable chez l'homme pour encore plusieurs années.
mais elle le sera à l'horizon 2025-2030. Donc il faut anticiper les questions éthiques qui vont se poser, car avec ces technologies-là, nous allons pouvoir modifier l'ADN, c'est-à-dire les chromosomes des bébés, modifier leurs caractéristiques physiques et même intellectuelles. Donc ces outils vont être les principaux instruments pour faire des bébés à la carte. Il y a une réflexion mondiale à mener sur ces sujets-là. Nous avons le temps, pour une fois, de réfléchir à ce que nous allons faire de ce pouvoir extraordinaire sur notre nature génétique et biologique. En effet, un vent de panique souffle sur le monde de la génétique. À Washington, le prix Nobel de médecine David Baltimore convoque ses plus éminents collègues pour les conjurer de ne pas franchir la ligne rouge. Le génome humain est partagé par toutes les nations. Aldous Huxley, dans son livre « Le meilleur des mondes », a imaginé une société basée sur la sélection des personnes. Nous entrions alors dans un nouveau monde de la génétique moléculaire. Nous avons une lourde responsabilité vis-à-vis de notre société, car nous sommes probablement à l'aube d'une nouvelle ère de l'histoire humaine. Et ce que nous ferons aujourd'hui déterminera le futur. Alors comme vous pouvez l'imaginer, je me sens, comment je dirais, en tant que découvreuse des mécanismes du CRISPR-Cas9, je me sens particulièrement concernée par l'utilisation future qui sera faite de cette technologie. Avec tous les outils désormais disponibles en matière de procréation, depuis la fécondation in vitro jusqu'à CRISPR-Cas9, en passant par le bébé à 3 ADN et les gamètes issus de cellules souches, il semble bien que le fantasme du bébé sur mesure devienne bientôt une réalité. Personnellement, je pense que le but de cette technologie n'est pas de toucher à la lignée germinale humaine. Et je suis assez réservée sur l'utilisation de cette technologie sur les embryons humains. Quand vous commencez à travailler sur ce type de cellules, la ligne rouge est vite franchie. Et je pense aussi que la technique n'est pas assez aboutie aujourd'hui pour être utilisée à ces fins-là. En aucun cas. Beaucoup s'inquiètent et pensent que la modification génétique des embryons, c'est une vraie ligne rouge. Mais la réalité, c'est que les lignes rouges, elles bougent dans le temps. La pilule, l'avortement, la fécondation in vitro, le cœur artificiel auraient été considérés comme inacceptables il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, nous ne considérons pas qu'il y a là une ligne rouge, nous considérons que ce sont des innovations absolument indispensables. On ne peut pas exclure que les modifications génétiques des embryons soient demain totalement banales et qu'on n'y voit plus du tout une ligne rouge. Alors je suis d'autant plus pessimiste qu'effectivement je suis assez isolé sur ces positions-là, dans tous les milieux, pas seulement chez mes collègues, mais je le vois bien dans la société. Les gens comme moi qui ont un discours d'opposition sur ces technologies qui me paraissent contraires au bien humain, sont évidemment perdants et pérorent pour rien du tout. Les choses vont arriver, donc peut-être c'est pour mourir debout. L'évolution nous apprend que la mutation est un facteur de stabilité dans l'évolution. La mutation est le moteur de l'évolution. Vouloir se débarrasser des mutations, c'est quelque part prendre un risque ou un pari sur l'évolution, pari qui ferait que l'humain pourrait subitement se retrouver inadapté par rapport à son environnement. Prenez Beethoven, prenez Mozart, ils étaient atteints eux-mêmes de mutations génétiques et est-ce qu'il aurait fallu venir avec ces ciseaux ADN couper le fil de leur destin génétique? C'est toute une autre question, car la révélation de leur talent ne vient-elle pas aussi des difficultés qu'ils ont eues à transcender leur corps, transcender leur souffrance? Donc, il y a une part de notre humanité qui vient de cette confrontation à la souffrance du corps. Ce patrimoine génétique qui fait notre richesse nous rend si uniques et tous différents
est à la base du travail d'Esther Fox. Cette artiste plasticienne n'aurait vraisemblablement jamais passé l'étape du tri des embryons. Je jure par Apollon médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Voici la boîte de Pandore, ma nouvelle création exposée au Musée des Sciences, qui interroge sur les tests génétiques et la valeur de la vie humaine. Si on continue sur cette voie, quelles seraient les conséquences que cela implique pour la société? Je ne suis pas complètement contre les progrès de la génétique. Dans certains cas, ça peut être très utile pour le traitement du cancer, par exemple, quand la vie est menacée. Mais ce qui me gêne, c'est l'idée que la vie d'une personne pourrait avoir moins de valeur que celle d'une autre. Et je pense que ce débat vient principalement des professions médicales. Ils jugent la qualité de la vie de quelqu'un sans avoir eux-mêmes la moindre expérience de ce que c'est que de vivre dans de telles conditions. Hé, toi, comment ça va? J'ai trouvé des vieux rubans d'ordinateur. C'est beau, tu ne trouves pas? Ça fait un peu Star Trek, non? Oui, les deux couleurs sont vraiment très belles. Oui, absolument. Je travaille sur ce thème de la génétique depuis 18-20 ans. J'ai commencé à y penser quand j'étais aux Beaux-Arts, parce que mes professeurs m'encourageaient à travailler sur le fait d'être une personne handicapée. À vrai dire, j'étais très réticente, car je ne voulais pas être reconnue comme une artiste handicapée. Je voulais juste être une artiste. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que mes expériences en tant que personne handicapée avaient à l'évidence influencé ma façon de voir le monde et ma propre vie. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à la science, au travers de la génétique, qui est à l'origine de qui je suis. Celui-là? Tourne-le, il est à l'envers. Ah oui, t'as raison. On reconnaît bien la double hélice du code génétique. Mais si vous regardez de plus près, on aperçoit des tickets de loterie. L'idée, c'est que la vie est le ticket de loterie. Non, j'avais pas remarqué. Tu n'avais jamais remarqué? Non, je suis désolé. Je suis heureuse de voir que tu t'intéresses à mon travail. Il y a cette notion symbolique que la vie est basée sur le hasard. Et le hasard est-il une si mauvaise chose? De mon côté, j'ai une vie très riche. Je suis très occupée, sûrement trop d'ailleurs. Je suis très heureuse. Je suis mariée, j'ai une vie de famille bien remplie. Et je n'ai pas du tout l'impression d'avoir une qualité de vie limitée. Mais sur le plan médical, mon état est considéré comme un état que personne ne souhaiterait à son enfant. Et c'est ça que j'essaie de rééquilibrer. Si on me disait « On peut changer ta vie, tu peux être guéri et ne plus être dans cet état, mais tu pourrais ne pas être la même personne qu'aujourd'hui », je ne prendrais pas ce risque. Le plus difficile, ce sont toutes ces barrières auxquelles on doit faire face dans cette société. Ce n'est pas votre condition qui vous fait souffrir. C'est souvent l'environnement dans lequel vous êtes, les attitudes auxquelles vous devez faire face.
Si on commençait déjà par régler tout ça, plutôt que de dire « éradiquons ces gens », on aurait probablement une société plus équilibrée, plus tolérante et plus vivante. Je pense qu'il est temps de penser à l'humanité en ces termes.